À la fête d'anniversaire de ma cousine, ma sœur a distribué des sachets cadeaux à tous ceux qui comptaient. Mes filles ont reçu un post-it qui disait « Fais mieux l'année prochaine ». Nous n'avons pas fait de scène. Nous sommes simplement partis. Le lendemain matin, ma sœur a ouvert sa porte d'entrée et a hurlé si fort qu'un voisin a appelé la police. J'aimerais dire que j'ai été choquée. J'aimerais dire que, lorsque j'ai vu ce qu'ils avaient donné à ma fille, mon sang s'est glacé. Ou que le temps s'est arrêté, ou peu importe ce que les gens racontent dans les moments dramatiques de films. Mais en vérité, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose que j'attendais. Pas avec espoir, mais plutôt avec une sorte d'angoisse pesante, en mode, c'était forcément sur le point d'arriver. La fête avait lieu chez ma sœur, qui ressemble à un tableau Pinterest devenu réel, d'immenses arches de ballons parfaitement coordonnées, une table de dessert qui semblait avoir son propre attaché de presse, des t-shirts assortis pour les jumelles de l'anniversaire avec l'inscription « Né pour briller ». Les enfants couraient partout, serrant contre leurs petits sacs cousus main comme un trésor. Ma fille agrippait le mien. Elle a 7 ans. Elle portait le serre-tête scintillant qu'elle avait choisi le matin même, celui qui, disait-elle, la faisait se sentir comme une galaxie. Elle était nerveuse avant d'arriver. Elle l'est toujours dans les grands rassemblements, mais elle avait pratiqué « Joyeux anniversaire » 2 fois dans la voiture. Elle avait même fait 2 petites cartes à la main, une pour chacune de ses cousines, décorées de petites étoiles, signées avec amour. J'étais fière d'elle, rien que d'être venue. Mon mari et moi sommes restés près de la table de nourriture, échangeant des banalités avec des gens qu'on connaissait à peine. J'ai essayé de ne pas remarquer à quel point ma sœur nous ignorait, le sourire crispé de ma mère qui disait « Ne fais pas de vagues » et mon père qui m'a adressé un petit signe de tête avant de se remettre à découper le jambon comme si c'était une opération à cœur ouvert. Puis ils ont distribué les sachets cadeaux. Chacun portait le nom de l'enfant en lettres pailletées, avec peluche, baguette à bulles, gourde personnalisée, un petit porte-clés avec l'initiale. Les enfants, rayonnants, les déballaient un à un comme s'il s'agissait de Noël. Et puis ils ont tendu le sachet à ma fille. Un simple sac en papier blanc. Pas de paillettes, pas de nom. Juste un post-it collé de travers sur le devant, avec l'écriture de ma sœur, « Fais mieux l'année prochaine ». Ma fille l'a regardé comme si elle le lisait mal, comme si quelque chose à l'intérieur expliquerait que c'était une blague. Elle a fouillé. Elle y a trouvé un crayon cassé, une gomme usée, un bonbon à la menthe emballée, qui semblait traîner dans un sac à main depuis des lustres. C'était tout. Je l'ai vue déglutir difficilement. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai senti sa petite main chercher la mienne, comme si elle s'attendait à quelque chose, comme si elle pensait avoir fait une bêtise. Puis les adultes ont commencé à rire. Ma sœur la première, ce rire aigu qu'elle fait quand elle veut montrer qu'elle domine la plaisanterie. Elle fait des siennes en ce moment, a-t-elle dit, d'un air faussement amusé, évoquant des interruptions, des insolences, des pleurs pour un rien. C'est juste un petit rappel à l'ordre. Ma mère a pouffé. Honnêtement, ça lui fera du bien. Tu la couves trop, en plus. Mon père a fait un genre de ricanement, comme si c'était maladroit mais pas bien méchant. Les autres enfants ont ri aussi. Ils ne savaient pas pourquoi, les enfants suivent juste les adultes. Ma fille a souri d'un sourire crispé, celui que font les enfants quand ils tentent de ne pas pleurer. Mon mari m'a regardé, pas vraiment choqué, plutôt, calme, décidé. Il s'est accroupi à côté d'elle, lui a retiré le sachet des mains avec douceur, et a dit « Tu n'as pas besoin de ça. Allons manger un vrai gâteau. » On s'est levé. Je n'ai rien dit. Ni lui. On a pris sa main et on est sorti de cette maison comme si on s'échappait d'un bâtiment en feu. Personne n'a essayé de nous retenir. Personne n'a crié après nous, même pas ma sœur. À la maison, ma fille s'est assise sur le canapé et a fixé les étoiles pailletées sur les cartes d'anniversaire qu'elle avait faites. Comme si elles allaient se réorganiser pour donner un sens à tout ça. Elle m'a demandé, c'était parce que je n'ai pas dit merci assez vite ? J'ai répondu, non, ma chérie. C'est parce que certaines personnes oublient comment être gentilles. Elle a hoché la tête, a serré les cartes contre son cœur comme si elle pouvait le protéger. Elle s'est endormie sur le canapé, recroquevillée sous la couverture toute douce que son père lui a offerte à Noël dernier, celle où est inscrit « Tu es en sécurité, tu es forte, tu es aimée ». Je suis restée dans la cuisine pendant que mon mari préparait du thé. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Pas besoin. Ce n'était pas une découverte, juste un point de non-retour. Au bout d'un moment, il a dit « J'ai suspendu les versements, le loyer, la carte pour les courses, le fonds pour l'électricité, tout. » J'ai fait un signe de tête.
J'ai ouvert le tiroir où l'on rangeait les choses importantes, j'en ai sorti le dossier que j'alimentais discrètement depuis des années. Des SMS, des photos, l'email où ma sœur me demandait de garder ses enfants une semaine pour qu'elle puisse partir en reset en solo, les reçus Venmo, celui où j'avais réglé l'impôt foncier de nos parents et où il disait « On te remboursera après la croisière ». Le dossier était épais. J'y ai ajouté une dernière pièce, le post-it. Fais mieux l'année prochaine. Je l'ai glissé dans une pochette plastique tout en haut. Mon mari me regardait, sans rien dire, mais quand nos yeux se sont croisés, il a hoché la tête, pas comme pour m'accorder quelque chose, plutôt pour dire « enfin ». Demain matin, je dépose ça discrètement, a-t-il dit. Pas de message, pas de confrontation, juste la vérité. Il voulait donner une leçon à notre fille ? Parfait. Eux aussi vont en apprendre une. Ça ne commençait pas avec ma fille. C'est ça, le plus douloureux. Ça n'aurait jamais dû l'atteindre. Elle aurait dû être en sécurité, protégée, aimée par toute la famille, pas seulement par celle où elle est née. Mais ça avait commencé bien avant elle. Avec moi. Grandir dans ma famille signifiait apprendre à jouer un rôle, à se tordre pour devenir la version d'un enfant qui subirait le moins de critiques ce jour-là. Ça voulait dire scruter la pièce avant même de savoir lire. Ça voulait dire que le silence était plus sûr que l'honnêteté, et qu'il était plus facile de faire semblant d'être heureuse que d'expliquer pourquoi on ne l'était pas. Emma a toujours été la préférée. Ça n'a jamais été dit clairement, pas de façon frontale, mais ce n'était pas nécessaire. On l'entendait au ton de voix de mes parents quand ils lui parlaient, à la façon dont il buvait ses paroles, même quand elle racontait des banalités, et comment, en comparaison, mes propres réussites étaient accueillies par un vague « c'est bien ». Alors que les moindres petits succès d'Emma étaient célébrés avec gâteau et 50 messages dans le groupe familial. Je me rappelle, en CE2, être rentrée à la maison avec un certificat d'assiduité parfaite. J'avais lutté contre des rhumes et des maux de ventre pour gagner ce bout de papier. Je l'ai tendu à ma mère, fière, et elle a à peine posé les yeux dessus avant de dire « Emma a eu l'élève du mois ». C'est quand même plus important. Quand j'ai ramené un B+ en maths, matière où je galérais depuis des mois, mon père a dit « Ta sœur n'a jamais eu moins de A ». Quand j'ai décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ne sont pas venus. Emma avait un match de volley, juste un entraînement, même pas un tournoi, mais c'était important pour elle, alors ils ont dit qu'ils essaieraient de venir à la prochaine représentation. Ils ne sont jamais venus. Les anniversaires, c'était le pire. Mes fêtes étaient toujours jumelées avec celles d'Emma, même si nos anniversaires étaient espacés de presque 2 mois. Mon nom était toujours relégué au second plan sur le gâteau. Un an, ils nous ont offert un seul cadeau à partager, des rollers à la taille d'Emma. J'étais toujours, trop, ou, pas assez. Trop timide, trop exubérante, trop introvertie, trop grande gueule. Je pleurais trop facilement. Je posais trop de questions. Quand je ripostais, on me traitait de « chouineuse ». Je boudais trop. Je ne souriais pas assez. Ou pas de la bonne façon. Il n'y avait pas de coups, pas de cris, juste un bourdonnement constant te faisant sentir que tu ne serais jamais à la hauteur. Puis on te disait que tu étais trop sensible de t'en rendre compte. À 15 ans, je suis rentrée en larmes parce qu'un prof m'avait accusé à tort de tricher. J'étais anéantie. Ma mère m'a répondu « Bah, tu restes toujours dans ton coin. Peut-être que tu as l'air louche. Essaie de sourire plus, de faire normal. » À 17 ans, j'ai trouvé le courage de dire à mes parents que je pensais être déprimée. Ma mère a levé les yeux au ciel, c'est la mode, non ? Tout le monde se dit déprimé. Tu t'ennuies juste. Trouve-toi un passe-temps. Emma m'a traité de « drama queen » avant de me piquer mon chargeur de téléphone sans jamais me le rendre. Quand je suis partie à la fac, j'étais anesthésiée. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent m'installer, et ils n'ont pas failli à ma prédiction. Ils m'ont envoyé une carte une semaine plus tard avec 25 $ et un post-it, ne les gaspille pas. Je ne les ai pas gaspillés. Je suis allée au bout de mes études, j'ai trouvé une thérapie, j'ai appris à mettre des mots sur les choses. Négligence émotionnelle, bouc émissaire, contrôle passif-agressif. Et j'ai appris à les désapprendre. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais toujours peur d'en faire trop. Je m'excusais de pleurer devant un film. Il me tendait juste un mouchoir en disant « C'était un moment poignant, hein ?» Comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'était la première personne qui m'ait jamais demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et qui ait vraiment visé juste. Pas parce qu'il devinait, mais parce qu'il écoutait quand je lui parlais de ma famille. J'ai minimisé, j'ai dit que c'était un peu bizarre, sans plus. Il n'a pas insisté, mais la première fois qu'il les a rencontrés, il a serré ma main sous la table.
Après le dîner, il a dit, tu n'exagérais pas. Je les ai laissés revenir dans ma vie. Quand on a eu notre fille, je voulais qu'elle ait une grande famille. Des cousines, des fêtes de fin d'année, des grands-parents qui la couvriraient d'affection. Je voulais qu'elle ait ce que je n'avais pas eu. Ça a commencé doucement. Ma sœur critiquant la tenue de ma fille, elle s'habillait un peu bizarrement, non? Ma mère insistant pour que ma fille fasse des câlins à tout le monde même si elle ne voulait pas, ne sois pas impolie, ma chérie. Fais un vrai câlin à tonton Bill. Mon père lançant des blagues sur le fait qu'elle était trop fragile parce qu'elle pleurait quand il y avait trop de bruit. Faudra qu'elle se durcisse si elle veut s'en sortir dans cette famille. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit qu'elle avait des défis sensoriels, qu'elle avait besoin qu'on la soutienne, pas qu'on la dénigre, qu'elle faisait de son mieux. Ils ont levé les yeux au ciel. Tu dramatises. Elle va très bien. Emma m'a traité de « maman chasse-neige » et disait que j'élevais une future carpette. Et chaque fois que je fixais des limites, je devenais le problème. La pénible, la trop émotive. Quand je défendais ma fille, c'était toujours la même tactique qu'ils utilisaient sur moi, minimiser, se moquer, faire le vide autour de moi. Parfois ils se liguaient entre eux, c'était pire encore. Elle veut juste se rendre intéressante, a soufflé une fois ma mère à Emma, ne sachant pas que j'entendais. Laisse-la faire. Comme si défendre mon enfant était un caprice. Et je me taisais. Je me suis tue des dizaines de fois parce que j'espérais qu'il finirait par changer, par l'accepter, qu'il finirait par la voir, elle, vraiment. Mais ils ne voyaient qu'eux-mêmes. Leur besoin de se sentir supérieur, de maintenir la hiérarchie qui les arrangeait. Pour eux, ma fille n'était que la nouvelle cible, la relève de ce qu'ils m'avaient infligé. Sauf que cette fois, je savais ce que c'était. Et j'avais le choix. Continuer à leur donner des chances, les laisser la briser morceau par morceau comme ils l'avaient fait avec moi. Ou stopper net ce cycle. J'ai choisi ma fille. Je me suis choisie. Et demain, ils comprendraient ce que ça signifie. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma fille a fini par s'assoupir, serrant encore contre elle les cartes d'anniversaire qu'elle avait faites pour ses cousines. Je suis restée sur le canapé à fixer le curseur qui clignotait sur l'écran, comme s'il me défiait de finir ce que j'avais commencé. À 4h07 du matin, j'ai envoyé un email au propriétaire qui gère le duplex de ma sœur. Je lui ai expliqué que je ne paierais plus le supplément mensuel auquel on s'était accordé. C'était informel, mais il connaissait mon nom, il savait que le loyer venait toujours de notre compte. Il a répondu en 20 minutes. Bien compris. Je la tiendrai au courant de son nouveau solde. À 4h49, mon mari a rédigé la lettre pour la société de crédit automobile. C'était notre nom sur les documents, notre crédit en jeu, notre argent à l'apport. Emma avait déjà fait 2 défauts de paiement. On était intervenu. Pas cette fois. Cette fois, on se retirait. À 6h02, on a imprimé les textos, les emails, les captures d'écran des conversations de groupe où notre fille était qualifiée de « difficile ». Où Emma écrivait « Elle va finir comme sa mère, hypersensible et épuisante ». On avait même un mémo vocal, un enregistrement de Noël d'il y a 2 ans, ma mère, ignorant que mon mari filmait un moment de famille, chuchotant à Emma « Ne te fatigue pas à lui offrir un truc sympa. Elle n'apprécie jamais rien, de toute façon. » Elle parlait de moi. À 7h, on avait tout mis dans un dossier intitulé « Annoté », relié avec un ruban cramoisi trouvé dans un tiroir à bazar. Le ruban provenait d'un des anniversaires des enfants d'Emma. Je n'avais pas prévu ce détail. Ça nous a juste semblé approprié. À 7h30, on est parti chez ma sœur. Sans un mot, on a déposé l'enveloppe sur le paillasson. Mon mari a appuyé sur la sonnette et on est parti. On était à mi-chemin dans la rue quand on l'a entendu. Le hurlement, débridé. Un son arraché de sa gorge, qui semblait y être retenu depuis des années. Je ne me suis pas retournée. Mon mari a serré un peu plus fort le volant, un instant, il a souri. Plus tard, j'ai appris que le voisin était sorti en robe de chambre, persuadé que quelqu'un s'était blessé. Il a appelé la police en voyant Emma sur la pelouse, rouge de rage, tenant le dossier comme s'il était radioactif. Quand les agents sont arrivés, elle a voulu dire que c'était du harcèlement, que sa sœur folle voulait ruiner sa vie. Ils ont feuilleté le dossier. Puis, calmement, ont déclaré que c'était une affaire civile, rien d'illégal, rien qui nécessitait une intervention. Juste la vérité. Vers midi, mon téléphone a explosé. 38 messages de ma sœur. Les premiers étaient en majuscules, un flot de rage. « T'es malade ou quoi? Tu trouves ça drôle ?» Puis la culpabilisation. « On est une famille.
Tu peux pas nous faire ça. Puis les supplique. S'il te plaît. Tu ne peux pas arrêter de payer pour une simple blague. Puis les menace. Et si tu ne retires pas ça, tu vas le regretter. Ma mère m'a appelé 4 fois. Elle a laissé un message la 3e fois. Tu vas trop loin. Cette famille a toujours eu des soucis, mais là, tu mets le feu aux poudres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sa voix exprimait plus de colère que de regret. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé la version numérique du dossier à la famille élargie, oncle, tante, cousin. Sans commentaire, juste un objet de mail, au cas où vous vous demanderiez pourquoi nous ne venons plus. À la fin de la journée, j'avais 20 réponses. La moitié, c'était des variations de « je ne savais pas ». Une cousine m'a simplement écrit « bien joué ». Le vrai chaos a commencé 2 semaines plus tard. Le propriétaire a tenu parole. Emma avait 30 jours pour payer la totalité ou dégager. La société de prêt a bloqué la voiture. Ces retards de paiement ont déclenché un examen. Mon mari a eu un petit sourire en voyant la notification. Mes parents ont appelé mon mari, pas moi. Elle ne nous écoutera pas, a dit ma mère. Peut-être qu'elle t'écoutera, toi. Dis-lui qu'on est désolé. Dis-lui qu'elle n'est pas obligée de faire ça. Il a répondu la vérité, elle ne vous fait rien. Vous vous êtes fait ça tout seul. Le lendemain matin, ils se sont pointés chez nous. Ma fille les a vus à travers la fenêtre. Son visage est devenu tout pâle. Je suis sortie, j'ai fermé la porte derrière moi, sans les laisser entrer. On veut juste discuter, a dit mon père. Ça devient n'importe quoi. Non, ai-je répondu. Ça s'appelle des conséquences. Ma mère a essayé de pleurer. Sans larmes. Je n'ai pas cédé. Ils ont laissé une carte dans la boîte aux lettres, une de ces cartes de condoléances génériques. À l'intérieur, ils avaient écrit « Notre famille nous manque ». Je l'ai renvoyé avec un post-it, moi aussi. Puis je suis rentrée. Où ma fille lisait sur le canapé, les jambes sous une couverture, l'air serein. Elle m'a demandé, ils étaient en colère? J'ai secoué la tête. Ils étaient bruyants. Ce n'est pas pareil. Elle a hoché la tête. Ce soir-là, mon mari nous a emmenés manger une glace. On n'a pas vraiment fait la fête. On a juste respiré. Mais dans ce calme, il y avait quelque chose de nouveau, une paix. Et elle faisait un boucan d'enfer. Pendant une bonne semaine, ce fut le silence. Ou plutôt une colère sourde, tapie sous la surface. Ma sœur était entrée en mode catastrophe, oui, mais après le premier hurlement, les flots de textos et les tentatives de me faire culpabiliser, plus rien. Pendant un instant, j'ai cru que c'était fini. Ça ne l'était pas. 10 jours après avoir déposé le dossier sur le pas de sa porte, ma fille est rentrée de l'école avec une note dans son sac, signée Emma. Le papier était pastel, avec des petits cœurs sur le bord, comme un mot destiné à une enfant. Le message disait, en gros, si un jour tu es triste ou perdu, souviens-toi que Tata Emma t'aime. Tu peux m'appeler quand tu veux, même si ta maman dit non. Ma fille a levé les yeux vers moi, l'air perplexe. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai senti la colère monter dans ma gorge avant même de pouvoir parler. Là, ce n'était plus seulement une question de limite, c'était de la manipulation. Ciblée, sournoise, calculée. J'ai tout de suite appelé l'école. Ma sœur avait utilisé le nom d'une amie à elle pour déposer un petit mot à sa nièce. Pas de contrôle d'identité, pas de vérification. Juste un sourire et un mensonge. L'après-midi même, j'ai déposé une demande officielle pour qu'elle n'ait plus aucun contact avec mon enfant à l'école, au niveau du district scolaire et auprès de la police. J'ai envoyé une mise en demeure à ma sœur et à mes parents. Mon avocate a fait un suivi. 2 jours plus tard, un faux compte a commencé à me taguer sur les réseaux, me traitant d'ingrate, postant des photos floues de quand j'étais petite avec des légendes du style « Certains oublient qui les a élevés ». Un autre message anonyme disait « N'oublie pas, les enfants grandissent. Un jour, elle saura ce que tu as fait ». Ça a été le point de rupture final. J'ai tout transmis à mon avocate, qui a relayé à la police. Ma sœur a posté un selfie en larmes, quand ta famille t'abandonne, espérant sans doute un élan de compassion. Jusqu'à ce que la vérité commence à se répandre doucement. Une tante, puis un cousin, puis un autre. Des captures d'écran circulaient. Des messages vocaux ont été réécoutés. Les gens ont vu les preuves comme je les avais vues. Mes parents ont mal réagi. Ils ont tenté de rassembler la famille élargie pour un zoom de crise. Je n'y suis pas allée.
Mais apparemment, quand quelqu'un a demandé pourquoi je n'avais pas été invitée à l'anniversaire de grand-père l'an dernier, ma mère est restée muette. Une autre personne a demandé pourquoi Emma puisait dans le fonds familial d'urgence alors qu'elle était la seule à avoir un emploi stable. Une autre a posé des questions sur la fête d'anniversaire, si l'histoire qui circulait était vraie. Ça l'était. À la fin de l'appel, 4 personnes avaient quitté la réunion. Mes parents ont cessé de poster des photos de réunions familiales. Ma sœur a supprimé son compte. Ensuite, j'ai reçu une lettre, longue, désespérée, de ma mère, encre bleue sur papier à son monogramme. La famille, c'est compliqué. On a fait des erreurs. Mais à la fin de la journée, on est tout ce qu'on a. Ne punis pas tout le monde pour un malentendu. Ta fille regrettera cette distance, et toi aussi. Je n'ai pas répondu. J'ai encadré cette lettre, et je l'ai accrochée à côté du post-it qui avait tout déclenché, fais mieux l'année prochaine. Puis j'ai aidé ma fille à installer des guirlandes lumineuses autour de son nouveau lit. Elle a choisi celle qui clignote doucement, comme une respiration. Sa propre respiration avait changé, elle aussi. Plus détendue, plus libre, plus du tout ce souffle coupé qu'elle avait avant. Elle s'est fait de nouvelles amies. 2 filles du cours d'art plastique, gentilles, curieuses, douces, qui ne se moquaient pas quand elle avait besoin de se couvrir les oreilles ou de faire des pauses. Elle a commencé à dormir toute la nuit. Un matin, elle m'a dit, j'ai l'impression que mon cœur ne bourdonne plus. Je l'ai serrée si fort qu'elle a poussé un petit « ouf ». Puis il y a eu un dernier événement. À la fin de l'année scolaire, sa classe a organisé un « jour de la famille ». Chaque élève pouvait inviter un adulte pour manger des cookies et admirer ses projets artistiques. Elle m'a choisi, évidemment. Son projet était une peinture abstraite, pleine de galaxies tourbillonnantes et de comètes roses tendres. Dans un coin, elle avait écrit en noir, « Se sentir en sécurité, c'est mieux que ce qui brille grand ». Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle voulait s'arrêter pour prendre une glace. Elle a dit oui, puis s'est interrompue. « Maman ? Oui, ma chérie ? Tu as bien fait. Même s'ils appellent. Tu veux dire, même s'ils ne nous reparlent jamais ? Tu as bien fait. J'ai eu la gorge serrée. Merci, ma chérie. Ça représente tout pour moi. Elle s'est adossée, souriante. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai regardé mes emails une dernière fois. J'avais un nouveau message d'Emma. Pas d'objet, pas de formule de politesse. Juste 6 mots. T'es contente maintenant ? T'as gagné. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce qu'elle avait tort. Je n'ai pas gagné. Je suis simplement partie. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas retournée. Peut-être que je suis allée trop loin. Peut-être pas assez. Parfois, je me demande encore si j'aurais dû en dire plus, ce jour-là, à la fête, ou si partir en silence était plus fort que n'importe quel discours. Je me demande ce dont ma fille se souviendra plus tard, ou ce qu'elle n'aura pas besoin de désapprendre parce que j'aurai stoppé le mal à temps. Mais maintenant, j'ai envie de vous demander, si c'était votre enfant, auriez-vous fait la même chose ? Seriez-vous parti ? Auriez-vous riposté plus fort ? Auriez-vous laissé courir ? Dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai bien fait, ou est-ce que je suis allé trop loin ? Et si vous voulez d'autres récits comme celui-ci, brut, émouvant et sincère, abonnez-vous.